du coup sur les sites nordiques. Donc, il me semblait important juste de rappeler que les territoires nordiques sont des espaces qui sont aménagés et sécurisés. Et les activités nordiques en elles-mêmes sont des activités non motorisées, pratiquées sur la neige, en dehors du ski alpin. Donc, tout ça est régi par la loi montagne. Aujourd'hui, en France, il est difficile de donner un chiffre précis concernant le nombre de sites nordiques, car il y a des fusions de communes ou d'intercommunalités qui peuvent arriver. Également, certains sites ont plusieurs portes d'entrée, donc ce qui ne permet pas justement d'avoir un chiffre précis. Mais en tout cas, on peut dire qu'on a entre 180 et 200 sites payants en France. Les activités en elles-mêmes, du coup, on va retrouver le ski de fond, classique ou skating, qui est l'activité prédominante, le biathlon, la raquette à neige, le ski de randonnée, le chien de traîneau, le ski joring, la luge et le fight bike. On fait un petit clin d'œil aussi aux moniteurs cyclistes français, donc, qui ont eu des très bons résultats sur cet hiver. Et donc, une saison exceptionnelle. Donc, comme on a pu le lire dans les médias, la fréquentation des sites a connu une année record. Quelques explications nous viennent assez rapidement, comme le bon enneigement de nos sites, mais aussi la crise Covid. On a pu lire aussi dans les notes de conjoncture de Nordic France, donc Nordic France, qui est l'acteur national des gestionnaires de sites nordiques, quelques éléments comme une fréquentation record sur l'ensemble des massifs, mais aussi bien dans les grands sites que sur les petits sites. Il y a un exemple qui est assez parlant, c'est Beldina, donc les 7 lots, puisqu'il progresse de 8 000 à 80 000 euros. Donc c'est assez parlant de ce côté-là. Globalement, le bilan de fréquentation est historique, puisque la moyenne des chiffres d'affaires des 5 dernières années a été doublée. Donc, au cluster montagne, cet hiver si particulier a amené nos entreprises de l'aménagement de la montagne à se poser quelques questions. Comment ces entreprises peuvent accompagner les territoires dans leur développement et dans la pérennisation de la clientèle? Est-ce que les sites doivent proposer des offres plus complètes pour se doter d'équipements supplémentaires? Est-ce que ce financement doit passer par des services payants? Ça, c'est des questions que nous, on se pose. Et donc, on va creuser un petit peu plus le sujet avec nos intervenants du jour. Donc, on a 5 intervenants que je remercie de leur présence, donc qui sont Guillaume Morel, Marius Dampnier, Christophe Lebègue, Laurent Vidal et Jean-Philippe Montfort. Donc, nos intervenants, donc, ils vont faire une petite présentation de leur personne, de leur destination, avec quelques chiffres clés pour vous donner une bonne photographie de leur territoire. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Guillaume Morel, qui est directeur de Haute-Savoie Nordique. Pardon. Guillaume, c'est à toi. Merci Madeleine, on m'entend bien? Très bien. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Morel, je suis l'actuel et encore pour 15 jours directeur de Haute-Savoie Nordique. J'en profite pour dire que je suis en visioconférence depuis la petite commune de Vialas en Lozère, sur lequel est posé un site tout à fait remarquable qui s'appelle le Mas de la Barque. Je sais qu'ils font partie des invités et qui sont, à mon avis, l'un des modèles emblématiques potentiels à suivre pour l'avenir des sites nordiques grâce au soutien du département de la Lozère. Et je clôt ce clin d'œil. Donc, Haute-Savoie Nordique, c'est avant tout un territoire, hein, le territoire de la Haute-Savoie, le département dans lequel on trouve 24 domaines nordiques qui sont, comme on peut le voir, tu es passé un tout petit peu vite, Madeleine. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est la répartition de ces sites nordiques sur le territoire de la Haute-Savoie. C'est que on a calculé qu'en gros, il y avait un site nordique à proximité de chaque Haut-Savoyard et qu'il fallait moins d'une demi-heure pour tous les Hauts-Savoyards pour rejoindre un site nordique. On tient tout particulièrement en Haute-Savoie à ce maillage très spécifique de ce territoire. On est plutôt dans une idée de multiplier le nombre de sites, qu'ils soient grands ou petits, plutôt que d'essayer d'aller vers des plus gros sites qui prendraient une part plus importante par rapport aux plus petits. Tu peux y aller. Merci. Haute-Savoie Nordique, c'est des missions, donc c'est un réseau départemental, comme tu l'as dit, Madeleine, qui a été créé par suite à la loi montagne de 1985. C'est une association départementale loi 1901. Sa mission principale, c'est de fédérer les 24 domaines de ski de fond, de ski nordique, et les 29 foyers de ski de fond qui sont le relais entre la vie scolaire, éducation nationale et la vie fédérale avant que les enfants ne rentrent en club et commencent à faire des compétitions. On appelle ça des foyers de ski de fond. Donc, c'est un tissu associatif dans lequel on trouve évidemment de la location, de la restauration, mais aussi de l'accueil des enfants et du jeune public.
jeune public qui est l'une des missions prioritaires pour Haute-Savoie Nordique, puisqu'il y a une grande part de notre activité qui est liée à ces jeunes, en général entre 7, 8, 9, 10, 11 ans. On fait des compétitions pour eux qui ne sont pas encore dans le cadre fédéral, donc la finale des foyers, la classique 74 ou encore le critérium des collèges. On organise aussi chaque année des stages où on prend des petits groupes de jeunes Hauts-Savoyards, on les réunit sur des sites, parfois à l'extérieur des frontières départementales, pour aller justement découvrir les autres pratiques nordiques. L'une des missions, encore une fois, à destination des jeunes de Haute-Savoie Nordique, c'est d'harmoniser et d'articuler le savoir ski départemental, qui est un outil du conseil départemental, une subvention qui est à hauteur de plus de 500 000 € qui permet à chaque Haut-Savoyard, petit Haut-Savoyard, de pouvoir faire du ski aidé par le département, donc soit en alpin, soit en nordique. Mais on sait que 75% de ces dépenses vont vers le nordique. Tu peux changer. Madeleine, s'il te plaît. Voilà. Les autres missions de Haute-Savoie Nordique, c'est la formation de l'ensemble des acteurs de la filière nordique. Haute-Savoie Nordique est à la baguette pour former les futurs brevets nationaux de pisteurs secouristes premier degré notamment, s'occuper des missions de recyclage à destination justement de ces pisteurs secouristes qui doivent se recycler chaque année. Une énorme mission de communication et de promotion du nordique auprès de la population locale au Savoyarde et des élus pour bien faire comprendre l'ensemble de nos actions sur l'ensemble du territoire. Nous organisons la vente en ligne de tous les titres, qu'ils soient journaliers, hebdomadaires ou saison, à tous les échelons, puisque toute la vente en ligne est gérée par un de nos sites web et qui nous permet justement d'harmoniser cette vente en ligne et de pouvoir avoir une vision dynamique des nouvelles façons de vendre un peu, et on a vu que ça a été très très important cette année, notamment dans la dématérialisation. Et enfin, la dernière mission de Haute-Savoie Nordique, qui est la gestion en direct du domaine nordique des Glières, qui est l'un des plus importants en Haute-Savoie en termes de nombre de personnes d'accueil et de chiffre d'affaires, puisque la délégation de service public a été donnée par le département de la Haute-Savoie et le syndicat mixte des Glières à son association départementale Haute-Savoie Nordique pour une durée encore de 3 ans. C'est la deuxième DSP qui est renouvelée en faveur de Haute-Savoie Nordique. Voilà un peu toutes les missions de Haute-Savoie Nordique et les différentes actions qui sont les nôtres pour pouvoir justement faire de la Haute-Savoie une terre de nordique dynamique. Merci Guillaume pour ton intervention. Et puis on note ce statut particulier donc, qui est le tien de directeur à la fois donc, du site des Glières et de Haute-Savoie Nordique, donc, ce qui est très intéressant pour la suite du programme, pour ta double vision. Exactement. Merci. Donc on va donner donc la parole à Marius Donnier, Marius qui est donc le directeur adjoint de Champs-Rousses. Marius, c'est à toi. Bonjour à tous, merci, ravi d'être présent aujourd'hui avec vous pour parler un petit peu de ce retour sur expérience avec une saison un peu spécifique, on ne va pas se le cacher. Donc, je suis directeur adjoint de l'Office de tourisme de Champs-Rousses, donc situé en Isère sur le massif de Beldon. Donc, pour présenter rapidement un petit peu la station, donc Champs-Rousses, c'est une station de proximité. On est à peu près à 30 à 40 minutes d'une métropole de 450 000 habitants. Donc, c'est un atout qui est indéniable et on l'aura vu durant cet hiver. C'est vraiment un point qui est très fort pour nous et qui a un gros avantage. On a une station du coup, qui a un ADN très fort à travers son histoire, ne serait-ce que par Henri Duhamel avec les premières descentes ou encore les Jeux Olympiques de 1968. Donc, Champs-Rousses, c'est la seule station du monde à avoir accueilli toutes les épreuves de ski alpin, donc sur un seul territoire. Donc, on a un ADN qui est assez fort sur ce sujet-là. Donc, on est principalement une destination de saison, donc hiver-été, qui se compose avec un domaine alpin et un domaine nordique. Et puis en été, on va dire, on a les produits on va dire de base qu'on attend sur une station, sur une destination estivale à travers un bike park, des parcours de randonnée et du multi-activité sur le territoire. Pour donner quelques chiffres, on est une station sur à peu près 15 000 lits, dont la moitié sont des lits touristiques. On a une portion assez importante de résidences secondaires du fait de la proximité avec les Grenoblois. Donc, ça peut être un atout comme un désavantage aussi sur le territoire. On a une clientèle qui est plutôt 60% excursionniste, donc toujours pareil du fait de la proximité, et 40% de séjournants.
Donc, on voit que pour cet hiver, c'est quand même un atout, je pense, comparé à certaines stations, peut-être en fond de vallée, avec une clientèle étrangère plutôt forte. Donc voilà, au niveau de nos clients, c'est plutôt des familles, des couples sans enfants, mais aussi beaucoup d'étudiants avec le bassin grenoblois et puis l'université Grenoble-Alpes et puis les grandes écoles qui sont sur la région. On a un concept sur Champs-Rousse, donc on articule nos différentes activités autour du concept Champs-Rousse Mountain Park. Donc on vient décliner ça avec l'Alpine Park, le Nordic Park ou encore le Bike Park. Donc c'est un concept qui a été mis en place il y a à peu près 6 ans sur la station. Et on est une station qui est engagée dans le développement durable. Donc, on est une station labellisée Flocon Vert et Famille Plus, donc orientée plus sur l'accueil des familles, des enfants et des adolescents. Donc, si tu peux passer sur le nordique. Parfait, merci. Donc, le plateau donc le Nordic Park de Champs-Rousse est un peu en extrémité de station. Donc, on se situe sur le plateau de l'Arcel, qui est une tourbière en été. Donc, on a à peu près 40 km de pistes composées avec 13 pistes allant du vert au noir. Donc, on est sur une zone un petit peu multi-activité. Donc, on a des sentiers raquettes, on a du chien de traîneau, on a un ski club, on a un ESF aussi qui propose des animations et de l'encadrement durant l'hiver. On a aussi une salle hors sac et un foyer. Donc, il y a tout un panel d'activités qui se compose autour de ce site. La petite spécificité de Champs-Rousse, c'est que le domaine nordique est exploité par les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, donc à travers une équipe composée d'à peu près 9 personnes, hein, secouristes, dameurs, pisteurs. Donc, pour expliquer un petit peu le concept, on a un domaine qui est assez ludique, très vallonné, vraiment accessible à tout niveau, autant pour les personnes qui souhaitent vraiment développer leur capacité ou encore les personnes qui souhaitent s'initier, donc avec une vue assez impressionnante sur le Taillefer. Donc là, vous pouvez voir quelques petites photos. Donc c'est un site, c'est un petit peu un site remarquable. Donc on est sur une zone ENS et Natura 2000. Donc indirectement, il y a des problématiques inhérentes à ça, mais voilà, ça fait partie aussi de ce site qu'on appelle un petit peu le Petit Canada, où on se retrouve projeté dans un décor assez exceptionnel. Et puis pour la partie, on va dire, finance, pour donner une ordre d'idée, on remarque que du coup, la part de chiffre d'affaires du Nordic Park représente 1 à 2% du chiffre d'affaires des remontées mécaniques, sachant que c'est ventilé avec la composition de l'alpin sur Champs-Rousse. Merci Marius pour ta présentation et cet accent mis aussi sur l'environnement avec son label Flocon Vert, qui est initié par Mountain Rider. Donc, Christophe Lebec, donc directeur d'exploitation du plateau du Retors. Christophe, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Christophe Lebec, je suis directeur d'exploitation du plateau de Retors. Le plateau de Retors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé dans le département de l'Ain. C'est l'extrémité sud du massif du Jura. Particularité du plateau, c'est que c'est un espace naturel préservé, puisqu'il y a une seule route qui traverse le plateau de Retors. Au niveau géographique, le plateau de Retors se situe à 1h15 de Lyon, 1h15 de Genève, 1h15 de Mâcon, et desservi par 3 sorties d'autoroute qui sont à moins de 20 minutes de la station. Donc, c'est un atout non négligeable. L'altitude entre 1000 mètres et 1300, 1400 mètres. On est exploité en régie directe par le syndicat mixte depuis 2019 et avant on était exploité par un GIP en délégation de service public. Une particularité du plateau de Retors, c'est qu'il est à cheval sur 3 communautés de communes avec chaque communauté de communes possède une porte d'entrée sur le plateau de Retors, donc une porte d'entrée côté bassin Belgardien, bassin Lémanique, qui est la porte de Cuvéry, qui est la porte la plus nordique qu'on ait, puisque c'est là où l'activité chien de traîneau est exercée. Ensuite, la porte du côté du bassin d'Oyonnax, la porte de la Chapelle,
Et puis la porte la plus importante pour nous, puisqu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur cette porte-là, c'est la porte des plans d'automne qui se situe surtout sur le versant du Val Romay et donc du côté de Belay. La répartition du syndicat mixte est à 75% départements, 25% des communes. En termes de positionnement sur le massif, on est le 5e site du massif du Jura en termes de chiffre d'affaires. Et on est un des premiers pour la vente de redevances raquettes. Si vous pouvez changer. Voilà. L'offre sur les saisons précédentes, donc on a une multi-activité, on exploite le ski alpin et le ski nordique. Donc on a 9 remontées mécaniques, essentiellement des téléskis. Donc une petite vingtaine de kilomètres de pistes avec une clientèle essentiellement de proximité, famille, enfants débutants. Je précise que sur le plateau de Rotor, il y a très peu de lits. Donc, on a essentiellement une clientèle journée sur le plateau. Donc, l'offre ski de fond, c'est 120 km de piste avec, pareil, une clientèle de proximité, tout niveau de pratique. Et puis, la raquette, 80 km de sentier avec des grands espaces. Et une particularité du plateau de Rotor, c'est qu'il est au-dessus il domine le bassin lémanique avec des points de vue remarquables sur toute la chaîne des Alpes et le bassin lémanique. On a un stade de biathlon qui vient d'être entièrement refait. Ça a été le premier stade de biathlon conçu en France. Et au bout de 20 ans, il a fallu le refaire. C'est ce qui vient d'être fini. Et puis, on a aussi, au niveau des chiens de traîneau, 30 km de pistes réservées et damées entretenues tous les jours pour l'entraînement des chiens de traîneau. Quelques chiffres, donc on voit sur ces graphiques, on a, à l'altitude où on est, on subit relativement souvent le manque de neige. On voit sur 10 ans, on a quand même 2 voire 3 saisons où on a très peu de neige. On a une répartition de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 67 à 70% sur le ski alpin et une trentaine de pourcents sur le ski nordique. Merci Christophe pour la mise en lumière de ce territoire jurassien et qui attire aussi bien les foules du Lyonnais que du Mâconnais et du bassin genevois. Donc Laurent Vidal, directeur de la station de Bessan. Laurent, c'est ton tour. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de tenir les 3 minutes imparties. Donc, Bessan est un village de 350 habitants situé à 1750 mètres d'altitude en Haute-Maurienne vanoise. La Haute-Maurienne vanoise est un territoire de 8000 habitants et qui se situe à distance respectable des bassins de population. En voiture, on est à 1h40 de Chambéry pour situer Bessan. On a une économie qui est fortement tournée vers le tourisme et vers l'agriculture à Bessan. Bessan dispose de 4000 lits touristiques dans un ensemble qui est la Haute-Maurienne vanoise, qui est forte de plus de 48 000 lits touristiques. Bessan dispose d'un domaine alpin adapté, on va dire, aux clientèles familiales et débutantes, avec 3 remontées mécaniques, 2 téléskis et un fil-neige. Mais également d'un domaine nordique qui fait la renommée de Bessan, qui comprend 130 km de pistes de ski de fond et des espaces de pratique et infrastructures pour le biathlon, les sports de traîneau ou encore la randonnée à pied ou en raquette. La gestion des domaines skiables de Bessan est à la charge de la commune en régie directe, alors que la promotion de la destination Bessan est confiée à l'Office de tourisme Haute-Maurienne vanoise qui regroupe au sein de la destination Haute-Maurienne vanoise 6 stations, 5 à connotation alpine et une à vocation nordique qui est Bessan. Donc on voit bien cette complémentarité qui est plutôt évidente entre les différentes stations de la destination Haute-Maurienne vanoise. Les atouts de Bessan sont multiples. On a une topographie adaptée à la pratique du ski de fond et des activités nordiques. On a un enneigement de qualité et à défaut d'être abondant comme cette année, on sait conserver cette neige grâce à des froids qu'on peut qualifier quelquefois de polaires. On a donc des infrastructures également de qualité qui sont fortement inspirées par les infrastructures et on va dire la dynamique de professionnalisation apportée par les stations alpines voisines.
Et on a également un office de tourisme qui comprend tout cela et qui dispose d'une réelle force de frappe pour valoriser Bessan et la pratique des activités nordiques. Également quelques éléments sur les cibles. L'enneigement de qualité de Bessan fait qu'on peut proposer 150 jours d'ouverture dans la saison. Donc, on peut segmenter cette saison en 3 parties et pour chaque partie, on a une cible principale. On a l'accueil des sportifs essentiellement en début de saison et Bessan est souvent la première station française à ouvrir et l'effet cumulé de cette ouverture précoce plus la technique encore innovante du snow farming et le prestige des athlètes fait qu'on a une grosse notoriété sur ce début de saison. Ensuite, on a des clientèles familiales pendant les vacances qui représentent environ 60 à 70% de notre fréquentation et des retraités et des actifs sans enfants en intervacances. Au vu de tous ces éléments, le positionnement de stratégie, Bessan peut se positionner comme étant une destination touristique, offrant à ces vacanciers une expérience particulière dans un environnement authentique de haute montagne et dans lequel il est possible de piocher dans un panel d'activités qui comprend le ski de fond, plein d'activités nordiques qu'on va décrire tout à l'heure lors des tables rondes, qui sont complémentaires, et bien sûr le ski alpin qui est proposé par les stations voisines de Haute-Maurienne-Vanoise. Merci Laurent. Je tiens aussi à dire que tu as été directeur de Savoie Nordique et du coup ça c'est aussi un bel atout pour ton analyse pour la suite des tables rondes. Donc Jean-Philippe Montfort, directeur de la SEML La Clusa. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Ça y est, j'ai mon micro ouvert. Bonjour à tous, ravi d'intervenir sur ce webinaire Cluster Montagne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que je suis un produit Cluster Montagne pour y avoir travaillé plus de 10 ans. Sur mon intervention, j'associe aussi Franck Goua, qui est le directeur de l'AGSN, donc qui exploite le site des Confins et avec qui on a préparé cette présentation. La Clusa, en quelques chiffres, c'est un beau petit village dans les Aravis, 1800 habitants. Qui est à 1000 mètres et qui monte jusqu'à 2006 sur son massif. On a 25 000 lits sur la commune, dont 10 000 commercialisés. Dans les 10 000, il y en a 8 000 qui sont commercialisés par des professionnels et 2 000 qui sont commercialisés par des plateformes de particulier à particulier. Et on fait partie des stations qui a le plus de résidences secondaires en Haute-Savoie avec plus de 4000 résidents. Ce qui fait que par rapport aussi à la proximité d'Annecy, on est une station qui avons à la fois une clientèle de proximité qui vient à la journée excursionniste, une clientèle de séjour un petit peu comme classiquement avec des périodes de vacances, et puis également une clientèle de résidents secondaires qui est très fidèle et qui vient très régulièrement à la Clusa. La spécificité aussi par rapport à la Clusa, c'est vrai qu'on est une station de ski alpin avec la Satelque qui est une SEM qui gère 49 remontées mécaniques et qui fait un petit peu plus de 800 000 journées skieurs. Et on est à la fois aussi un site assez important au niveau national, au niveau nordique, avec deux espaces, le domaine de Borgard qui est à la fois sur la commune de Manigot, Thônes et la Clusa, et puis le site des Confins, qui est relié au domaine du Grand Bornand et qui, lui, est géré par l'AGSN, l'association de gestion du site nordique. Voilà, et puis rappeler aussi, je le mettais sur cette slide, malgré le fait qu'on est un des sites les plus importants au niveau national sur le nordique, le chiffre d'affaires qui est généré par cette activité pèse moins de 0,4 pour 10 par rapport au chiffre d'affaires généré sur le ski alpin. En gros, la Satelque, c'est 18 millions d'euros, entre 18 millions d'euros et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et on le verra après, la GSN, c'est cette année exceptionnelle, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je le mentionnais, un site de référence, un petit peu comme à Bessan. On utilise la méthode du snow farming pour assurer une neige en début de saison. Et on est également équipé d'un petit réseau de neige de culture. On fait en sorte d'avoir aussi une grosse amplitude d'ouverture. Cette année, c'est 135 jours
malgré un troisième confinement qui a mis fin à la pratique nordique début avril, pardon. Et puis un historique fort par rapport au nordique. C'est vrai qu'il y a une vraie culture nordique à la Clusa. On est une terre de champions, on a été hôte de différentes Coupes du Monde, et puis c'est vrai qu'on a des jeunes qui vont bien et fort, depuis Vincent Vitos qui avait été champion du monde, et puis des Jules Chapaz ou des Hugo Lapalu qui sont sur le circuit Coupe du Monde et qui performent, et on en est très fiers. Donc voilà pour le panorama, on va dire, de la Clusa en quelques mots. Merci Jean-Philippe, effectivement ton intervention transpire bien la culture nordique. Donc on va passer à la table ronde numéro 1. Donc effectivement, les présentations ont certes été succinctes, mais je pense nécessaire pour connaître un peu les caractéristiques de chacun et de leur territoire, et ainsi aussi mieux comprendre les analyses qu'ils vont pouvoir nous offrir par la suite. Donc cette table ronde numéro 1, c'est un bilan de la saison d'hiver 2020-2021 des sites nordiques. Donc on a pu le constater, on le redit encore, des fréquentations records dues notamment aux bonnes conditions d'enneigement. Mais outre ces retombées économiques, qu'est-ce que cette fréquentation exceptionnelle a engendré? On pense par exemple aux photos où on voit des voitures parce que les parkings étaient saturés. Voilà. On sait que cet hiver, il y a différentes clientèles qui se sont rencontrées. Les sportifs ont pu rencontrer les adeptes des nouvelles tendances que sont la déconnexion, le retour à la nature, le bien-être, mais aussi une clientèle qui est habituellement fervente de ski alpin. Donc, on va un petit peu plus creuser ces choses-là. Donc, chaque intervenant va nous faire une présentation, et puis ensuite, nous aurons 10 minutes de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas dans le chat à d'ores et déjà poser vos questions. Et donc, on y reviendra à la fin de la table ronde. Donc, je vais donner la parole à Guillaume. Guillaume, c'est à toi. Oui, merci Madeleine. Alors, ma présentation va être en 2 slides et extrêmement concise. Un bilan, mais je pense que le bilan sera partagé par l'ensemble des gens autour de cette table, donc je ne vais pas m'y attarder. D'habitude, le bilan en termes de chiffre d'affaires au niveau départemental en Haute-Savoie, c'est-à-dire quand on additionne tous les chiffres d'affaires des 24 domaines de ski de fond de Haute-Savoie, c'est autour de 2 millions. L'année dernière, on avait fait un record en établissant, en passant le cap des 2 millions. Là, on doit encore consolider nos chiffres, mais grosso modo, on va être autour de 4. Est-ce qu'on sera un peu en dessous de 4? Est-ce qu'on sera un peu au-dessus de 4? Ça sera à confirmer. Ce qui est intéressant de voir dans ce bilan, c'est que ce n'est pas du tout lié à cette année. Il y a bel et bien une progression qui est constante depuis 5 ans, et que donc ce n'est qu'une marche de plus qui a été très haute, évidemment, d'un coup, mais qui ne nous surprend pas tant que ça, puisque ça fait 5 ans que chaque année, on est en progression constante sur les chiffres d'affaires, mais aussi sur la fréquentation. Fréquentation, justement, on a une fréquentation qui a quasiment doublé, voire sur certains sites quadruplé. Donc, on a eu des problèmes à gérer. Je pense que mes collègues y reviendront largement, que ce soit de la voiture, des problèmes de parking, problèmes sanitaires, problèmes de location de ski et de temps d'attente. On a essayé d'y répondre notamment par la dématérialisation des titres ou la multiplication des points de vente pour essayer de disséminer un petit peu aux 4 coins des domaines les lieux d'attente, puisqu'on voit bien que c'est l'interface entre la voiture individuelle et le départ des pistes qui a posé des problèmes et sur lesquels il faut vraisemblablement travailler. Si tu veux bien changer, Madeleine, s'il te plaît. Voilà, donc de façon plus globale, ce que l'on s'est rendu compte sur cette année, c'est qu'il y a eu d'abord un enjeu autour de la communication qui a été extrêmement puissant. D'abord en tout début de saison, puisqu'il a fallu communiquer suffisamment précisément pour faire en sorte qu'au moment de nos préventes, c'est-à-dire des moments où on vend les forfaits qui étaient au cœur du 2e confinement, on puisse continuer à avoir une action positive sur ces ventes pour rassurer nos clients sur le fait que nos sites allaient pouvoir ouvrir, que l'enjeu de l'achat d'un forfait saison ne constituait pas une perte si jamais les sites n'ouvraient pas, puisqu'on était capable de pouvoir proposer soit
des politiques de décalage de saison, puisqu'on sait très bien qu'en général, la saison s'arrête alors qu'on a toujours de la neige en Haute-Savoie, ou voire même on s'était penché avec l'ensemble du réseau national et Nordic France sur les possibilités de remboursement sur ces forfaits saison en cas de non-ouverture pour cause de confinement. Donc, il y a eu un très, très gros enjeu autour de la communication autour de cette saison. Je tiens à saluer aussi qu'en Haute-Savoie, la force du réseau départemental et le lien avec les élus a été tout à fait intéressant, puisque c'est bel et bien parce que l'association départementale est très, très proche de ces élus départementaux intercommunaux, qu'on a pu, notamment auprès du préfet de la Haute-Savoie, pousser fin novembre, début décembre, notamment avec l'intervention, je tiens à le saluer, de M. Sadier, député de Haute-Savoie, lui faire comprendre quels étaient les enjeux, notamment en termes d'accidentologie sur les domaines nordiques, et que ça ne représentait pas un enjeu fort pour le remplissage potentiel des services d'urgence départementaux, et que donc on pouvait ouvrir. Et donc, je tiens à dire que je pense qu'il faut continuer à agir très, très fortement avec nos élus, à leur expliquer exactement ce que l'on fait sur des sites nordiques, parce que parfois, ce n'est pas toujours bien connu, pour bien arriver à leur faire comprendre que les enjeux de nos territoires sont différents suivant les pratiques. Et enfin, je tiens quand même à rappeler, contre toute attente, qu'on a eu un hiver plutôt très facile, malgré tout ce qu'on va pouvoir entendre. Et j'espère que je vais choquer un tout petit peu. La neige a été là. Dès qu'elle a commencé à disparaître, on a eu des nouvelles chutes de neige. On a eu beaucoup de couverture médiatique autour de nos activités sur nos sites nordiques. Et donc, tout s'est plutôt bien enclenché pour les sites nordiques, en tout cas en Haute-Savoie. Et donc, je tiens à dire que ça reste un hiver facile, et que l'enjeu de notre travail sera mesuré non pas à l'aune de ce bilan 2021, mais bel et bien sur les bilans des premières ventes, des préventes 2022, car c'est là où on sera capable de voir si on est capable de convertir un tout petit peu cette clientèle, et surtout de voir si on est capable de la garder, tout simplement, et de pouvoir lui proposer quelque chose d'un peu différent de ce à quoi les gens s'attendaient. Donc, voilà, moi, je suis extrêmement prudent sur la saison d'après, parce qu'on a souvent vu il y a eu peu souvent des hivers très enneigés qui se sont succédés. Et donc, du coup, l'enjeu à venir, c'est bel et bien sur la prochaine saison, plus que sur ces bilans 2021. Voilà. Merci Guillaume. Donc, une belle question en ligne de mire. En gros, est-ce que la tendance nordique va se pérenniser sur le long terme, et cet enneigement aussi exceptionnel? Donc, je donne la parole à Marius pour son analyse de Champs-Rousse. Écoutez, un peu similaire à Guillaume, hein, je pense qu'on va tous un petit peu répéter les problématiques qu'on a pu rencontrer sur cet hiver-là. Après, en tout cas pour le cas Champs-Rousse, on remarque on peut voir sur le graphe, on a une évolution du chiffre d'affaires qui est en hausse, avec quasiment plus 60% de CA sur cette année-là. Donc, on voit que c'est une très belle performance. Comme l'a souligné Guillaume, on a eu la météo, on a eu la neige, des beaux week-ends. Donc, ça fait aussi une bonne partie du travail. On remarque aussi qu'on a eu quelques problématiques, on va dire, sur la communication. Donc, d'habitude, on communique principalement, donc c'est l'office qui centralise et qui communique sur le territoire. Et donc, on communique théoriquement bien plus sur l'alpin. Donc, cette année, on a été un peu obligé de revoir nos méthodes, hein, mais ça, c'est comme tout le monde. Et on remarque qu'on a dû aussi limiter la communication sur le site nordique pour pouvoir proposer un accueil de qualité. On remarque que les flux clientèle étaient vraiment très importants. Et donc, derrière, c'était aussi, nous, notre rôle de jongler aussi avec ça pour que le client ait une réelle expérience et ne vive pas ce qu'on peut retrouver en ville ou autre. Donc, la déconnexion et pouvoir profiter d'une offre, on va dire, d'une belle offre bien encadrée. Donc, c'était un des challenges, et on a dû justement réduire un petit peu cette voilure au niveau communication. Donc, c'est aussi à travers le site, hein, qui est conçu, on va dire, pour des flux plutôt orientés sur l'alpin. Donc, c'est une mouvance de ces flux qu'on a dû répercuter, on va dire, sur le site nordique. Donc, on parle de problématiques de parking, de saturation de navettes. Un des points qui est assez important, je dirais, c'est on a pu connaître à certains moments le blocage des ventes de forfaits et des cours.
de l'ESF à cause de la non-disponibilité des parcs de location de matériel. Donc, c'est arrivé quelques fois dans la saison, donc on remarque que la destination n'était pas conditionnée pour pouvoir accueillir autant de monde et indirectement, ça génère des problématiques qui sont quand même assez importantes pour en arriver à bloquer des ventes et des cours de ski. Donc, ça a été notre rôle aussi de multiplier un peu nos canaux de vente à travers de la digitalisation. Bien évidemment, on était déjà présent en ligne, mais c'était aussi une accentuation de la communication pour orienter les gens sur l'achat de vente en ligne. On a été aussi sur la mise en place de bornes en physique et puis principalement le renfort sur site à travers des caisses physiques. Donc, tout un travail qui a été réalisé là-dessus. Et puis, on remarque aussi que la clientèle s'est un peu extraite, on va dire, de ce climat un peu stressant, tendu, pour se retrouver en montagne, en bien-être, dans les grands espaces. Et donc, la complexité derrière, c'était à nous de gérer sur la gestion des gestes barrières principalement. Donc, chapeau pour tous nos agents de clientèle qui sont présents sur site, parce qu'on remarque que dès que la clientèle passe, on va dire, les portes d'un domaine de montagne, tout ce qui est gestes barrières et ainsi de suite, c'est très compliqué, on va dire, à gérer et à faire appliquer. Donc, c'est passé à travers de la signalétique, de la pédagogie, énormément de pédagogie, mais voilà, on remarque dès qu'on se retrouve dans un cas de nature, on va dire, la problématique des gestes barrières est très, très complexe. Donc, comme l'a dit Guillaume, cette année, on voit qu'il y a des très beaux résultats. À voir le taux de conversion pour l'année prochaine. Je ne pense pas que 100% des pratiquants de cette année vont pratiquer l'année prochaine, mais pratiqueront peut-être différemment et vont peut-être aussi s'orienter sur des séjours multi-activités aussi, à travers quelques jours de ski alpin, quelques jours de nordique. Donc voilà, on est assez en attente, on va dire, pour la saison prochaine. Et donc, il y a un réel travail aussi de conditionnement du site pour l'année prochaine à travers le multi-activité sur cette zone. Mais comme je le dis tout à l'heure, qui est assez contrainte à travers ces espaces naturels sensibles et ces zones Natura 2000. Donc, à nous de jongler justement sur ces contraintes pour pouvoir proposer le meilleur accueil possible pour les saisons à venir. Merci Marius. Quelques problématiques, mais en tout cas, au premier abord, on y reviendra plus tard, mais au premier abord, vous semblez avoir trouvé des réponses au fur et à mesure pour pallier à tout ça. Donc, je vais laisser la parole à Christophe. Oui, alors donc pour nous, sur les chiffres, c'est à peu près la même chose. Saison exceptionnelle pour le nordique, on avait 90 jours d'exploitation, on a fait plus de 20% par rapport à la meilleure saison qu'on ait jamais eu faite. Une particularité, donc au niveau des clientèles, donc une nouvelle clientèle pour beaucoup, une première expérience à la neige et à la montagne, avec des profils différents. Une forte dominante urbaine, on comprend vite pourquoi, avec proximité des zones Lyon et l'autoroute. Donc un vrai besoin de s'oxygéner, ne pratiquant pas d'activité nordique, ne connaissant pas le milieu. Première difficulté à gérer cette clientèle-là, puisque ça n'a pas été sans poser de problème au niveau du milieu. Donc ensuite, des pratiquants qui redécouvraient les stations de proximité. Et puis une clientèle habituée à de l'alpin et des stations alpines et se reportant sur les activités nordiques. Alors une fréquentation d'environ 4000 personnes sur la station les jours de grande affluence, avec seulement on estime pour nous un tiers seulement de la clientèle pratiquant une activité nordique. Donc on avait énormément de gens qui ne pratiquaient pas d'activité autre que la luge et se promener dans la nature. Donc, on a été obligé de transformer notre organisation pour la structure d'exploitation, mais aussi pour tous les sociopros, puisqu'il a fallu adapter les organisations en fonction des conditions. Donc, au niveau des embauches, des horaires, des horaires, au niveau des fonctions, il a fallu faire évoluer les fonctions, la gestion des flux et les contraintes Covid. Mais aussi pour faire face à une fréquentation très fluctuante et imprévisible. On avait l'habitude d'avoir des rythmes week-end, vacances scolaires et autres. Et cette année, on a vu des fréquentations énormes en pleine semaine. Donc, c'était très difficile à anticiper pour nous à ce niveau-là. Changer.
Voilà, donc on a aussi transformé notre offre. Je crois qu'on a une petite station avec, je crois que tous les socioprofessionnels ont fait preuve de créativité pour mettre en place des activités nouvelles et plus fun qui ont attiré une autre clientèle plus jeune, je crois, entre autres Big Air, sylvothérapie, ski, remontée avec poney, snowtubing, airboard, visite de bergerie et autres. Je crois qu'il y a eu un très gros travail de l'ESF aussi pour diversifier son offre et centrer sur les activités nordiques, entre autres le biathlon, la raquette, la rando nordique. Pour vous donner un ordre d'idée, l'école de ski, pour nous, a pratiquement égalé un chiffre d'affaires d'une saison normale, ce qui, par rapport à son travail, ça a vraiment été une performance par rapport à l'offre qu'ils ont proposée. Voilà. Donc, les problèmes apparus cette année, donc une saturation de la station avec régulation de l'accès par la gendarmerie le week-end du 9 et 10 janvier. Là, c'était le premier coup qui était, où on ne pouvait pas anticiper, mais on a été complètement débordé par le nombre de gens qui sont venus sur la station. Donc, il a vraiment fallu qu'on mette en place des choses avec la gendarmerie et autres, parce qu'au niveau sécuritaire, ça posait d'énormes problèmes. Une clientèle très urbaine qui ne connaissait pas les pratiques de la moyenne montagne ni les règles d'évolution dans un espace naturel préservé. Alors là, on a vu tout et n'importe quoi. C'était vraiment difficile. Ça correspondait un peu au premier déconfinement et au problème qu'on avait eu l'été dernier lors du premier déconfinement. Une gestion de la sécurité pour la partie baluche sur le domaine skiable. C'est vrai que le domaine alpin est enfermé. On a laissé une place libre et les gens se sont engouffrés dessus. Et ça, c'est pareil, c'était très difficile à anticiper. Il a fallu qu'on réagisse vite pour pouvoir sécuriser le domaine, puisque là, on avait des pratiques sauvages sur tout le domaine alpin. On a eu pas mal d'incivilité et de vandalisme tout au long de la saison. Et puis, la cohabitation, bien sûr, entre les différentes pratiques nordiques, piétons, raquettes, ski de fond et autres, a été très difficile à gérer malgré des efforts de signalétique et d'information. Ça a été vraiment difficile. Problème spécifique cette année, la saturation des toilettes publiques, les commerces de bouche et autres restaurants étant fermés, il y a vraiment eu un problème à ce niveau-là. Et puis la gestion du stationnement, bien sûr, on en a parlé, tout le monde en a parlé sur ça. Et puis la fréquentation fluctuante et imprévisible, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose de particulier cette année, puisque dans les périodes de semaines hors vacances scolaires, on a eu des affluences records. Et je crois que c'est très significatif de cette année. Donc pour nous, même si une telle fréquentation elle est artificielle, je pense qu'on a quand même attiré beaucoup de gens sur les activités nordiques. On a proposé une offre qui était assez diversifiée et je crois qu'on va pouvoir quand même capitaliser un peu sur une expérience comme ça. Merci Christophe. On note bien l'agilité de l'ensemble de la filière pour adapter l'offre voilà, aux conditions si particulières. Je laisse la parole à Laurent. En complément de ce qui a été apporté par mes collègues, Bessan a quand même vécu un hiver compliqué pour nous, qui était générateur de stress, du fait d'une incertitude qui était constante concernant le niveau des contraintes sanitaires, l'ouverture des remontées mécaniques ou pas, de certains commerces également. Et à cela s'est ajouté, une fois n'est pas coutume, des difficultés d'enneigement lors des vacances de Noël, de grosses difficultés. Ces incertitudes ont engendré donc des difficultés en matière de ressources humaines. On est une régie directe, communale, on n'a pas le droit à l'activité partielle, donc ça a été compliqué pour apporter une lisibilité à nos agents durant tout l'hiver. Difficultés également concernant les organisations des événements qui se sont faits à huis clos sous l'appellation de chrono de sélection et non d'événements sportifs.
Difficultés également concernant l'utilisation de nos différentes infrastructures du fait des contraintes sanitaires et les difficultés à faire respecter les gestes barrières auprès de nos clients qui étaient dans cet espace naturel entouré de sommets de 3000 mètres et qui n'avaient pas forcément à l'esprit le respect des gestes barrières et le port du masque notamment. Malgré ces difficultés, on ne va pas faire la fine bouche, hein, la saison est juste exceptionnelle, avec une hausse de la fréquentation de plus de 80%. On a un chiffre d'affaires sur le ski de fond qui est situé entre 650 et 700 000 euros. Cette hausse de fréquentation de 80% doit être liée à une hausse des taux d'occupation de nos hébergements sur Bessan qui est de 2,7%, restant à consolider également. Donc, on voit bien le gap entre ce taux d'occupation qui est très bon hein, et la hausse de la fréquentation. Donc, ça prouve les passerelles qui existent entre Bessan et les autres destinations de Haute-Maurienne vanoise avec un flux de pratiquants importants venant notamment de Bonneval-sur-Arc et de Valseny. Le point de vente de Bonneval-sur-Arc a enregistré une augmentation de 650% de son chiffre d'affaires. On a eu de nouvelles clientèles, et ce, dès le début de la saison, avec les équipes de France qui étaient venues, à la place d'aller s'entraîner à Schuchen en Norvège et sur d'autres sites scandinaves, ils sont venus à Bessan dès le début du mois de novembre. Donc ces clientèles-là, comme les autres, on doit les fidéliser et on est en train de contractualiser avec la Fédération française de ski à ce sujet. Et ensuite, on a eu beaucoup de primo-pratiquants. Les primo-pratiquants donc qui découvraient l'activité, on a décidé de leur proposer une entrée dans l'activité qualitative avec des espaces ludiques d'apprentissage adaptés, du matériel de qualité, également un enseignement qui était adapté afin de les fidéliser et qu'ils puissent renouveler à l'avenir leur expérience. Dès le départ, on avait décidé, même avant d'avoir les annonces gouvernementales, de mettre en avant un panel d'activités important. On proposait 10 activités nordiques sur notre espace de pratique, en passant par le fat bike, la cascade sur glace, les sports de traîneau, à chien ou à cheval, le biathlon, etc. Donc, ça générait des difficultés dans la gestion des usagers, avec notamment des néo-pratiquants qui ne disposaient pas du tout des règles de pratique. Le fait d'avoir des jalons à gauche, ça ne leur montrait pas du tout qu'ils étaient à contresens par rapport aux autres pratiquants, par exemple. C'était un hiver riche en enseignements. On va à l'avenir devoir affiner la cohabitation entre les pratiquants, densifier davantage les passages entre les stations de Haute-Maurienne vanoise. On va moderniser également nos process de commercialisation pour éviter les files d'attente qui étaient quelquefois de 25 minutes sur les points de vente principaux, et également affiner ou moderniser nos infrastructures avec de nouveaux parkings qui verront le jour pour l'hiver à venir. Merci Laurent de ta présentation. Donc c'est vrai qu'on voit déjà des points qui sont communs dans les différentes présentations, les problèmes de parking, la cohabitation des différentes typologies de clientèle, et puis aussi les novices qui ne connaissent pas toutes les règles de bonne pratique et de bon sens en montagne. Je vais donc laisser la parole à Jean-Philippe. Merci, ouais, j'arrivais pas à ouvrir mon micro. Donc je le disais en introduction, c'est un bilan inédit, effectivement, comme tout le monde. 500 000 euros de chiffre d'affaires générés sur cette saison uniquement sur le site des Confins, donc plus 70% par rapport à la saison dernière. Et donc on a atteint 100 000 journées skieurs uniquement sur le nordique. Évidemment, tout ça est relativisé parce qu'on n'avait pas notre domaine alpin ouvert. Et relativisé parce que dans tous les cas, et c'est ce que mentionnait Guillaume pour Haute-Savoie nordique, on a une progression constante, nous, depuis 4 ans. Et chaque année, on voit la fréquentation augmenter entre 10 et 15%. Donc, il y a un réel engouement, au-delà de la saison exceptionnelle, sur le ski nordique.
à la fois, je pense, par rapport à des tendances sociétales et l'activité outdoor au sens large du terme, et puis aussi, je pense, lié à la performance de nos équipes de France, que ce soit en nordique ou en biathlon, qui stimule je pense, l'intérêt que portent les Français par rapport à cette pratique. Ce qu'il faut distinguer, peut-être effectivement, ça apportera peut-être un éclairage par rapport aux autres interventions, c'est ce deux types de profils de clients qu'on a pu identifier cet hiver. Les habitués, que ce soit des clients de séjour ou une clientèle excursionniste à la journée, qui ont l'habitude de venir faire du ski sur le site des Confins et qui sont toujours venus, qui ont apprécié, je dirais, le ski. C'est vrai, on l'a mentionné aussi, il y avait un très bon enneigement. Et par rapport à nos 63 km de piste, le bilan de la GSN et de Franck Goua, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de saturation du domaine en tant que tel. Il y a eu une saturation des parkings et des accès, mais pas du domaine nordique. Et ça, c'est un des points positifs pour tous ceux qui ont pratiqué le ski nordique cet hiver. Et puis, ils ont apprécié aussi la mobilisation, je dirais, de la collectivité et puis des forces vives de la station, puisqu'on s'est adapté par rapport à cet engouement. On a mis des moyens en place exceptionnels. Donc, nous, c'est des pisteurs qui se sont mobilisés pour gérer les parkings. On a mis en place un parking relais, donc le parking de Balme qui habituellement sur le ski alpin a été un parking relais pour le ski nordique, avec la mise en place de navettes exceptionnelles gratuites pour limiter le nombre de voitures sur le site des Confins. Donc voilà, tout ça a été apprécié, et puis on a parlé aussi de problématiques sanitaires, et donc on a mis en place aussi nous des WC mobiles, voilà, pour pallier à la fermeture des restaurants notamment. Et puis la clientèle exceptionnelle, c'est ceux qui ont été contraints, à gérer et forcés de faire du ski nordique parce qu'ils ne pouvaient pas faire de ski alpin. Et donc là, il y a aussi des points positifs, c'est qu'ils ont apprécié cette pratique, clairement. Et ils nous ont indiqué déjà dans les enquêtes clients qu'ils souhaiteraient pouvoir renouveler cette pratique dans leur séjour l'année prochaine. Donc là, on va devoir être inventif pour renouveler et faire évoluer nos offres de séjour. Et puis, on a identifié aussi des clients qui habituellement ou qui avaient réservé un séjour sur une station d'altitude et qui ont annulé leur séjour et qui se sont orientés sur des stations comme la Clusaz, comme le Grand Bornand, notamment si on parle des Aravis, pour aller choisir une destination, un village authentique qui proposait et qui avait été vraiment identifié comme un site nordique. Le frein, évidemment, c'est les côtés négatifs, au-delà des contraintes d'exploitation qui ont pu être mentionnées aussi par Bonneval, c'est l'entonnoir du matériel. Ça a été très difficile pour les loueurs de la Clusaz qui ont dû s'armer de patience parce qu'on a vu des trucs de dingue, enfin vraiment. Il y avait des clients qui étaient dès 7 heures du matin devant les magasins de sport pour essayer de louer du matériel. Et je pense, et on pense qu'on aurait eu un chiffre d'affaires plus important et un nombre de journées skieurs plus important si on avait eu plus de matériel, évidemment. Un certain nombre de cours de ski ont été annulés ou de forfaits ont été annulés parce que même sur une semaine, les clients n'arrivaient pas à trouver de matériel, et on a pu s'apercevoir que dans nos navettes, dans les bus, les gens dilaient presque le matériel de ski de fond sous le manteau et demandaient à des gens, mais comment vous avez eu votre matériel? Ah ben moi je le rends ce soir, ok, est-ce que je peux le récupérer directement? Je vais appeler le magasin. Enfin, c'était vraiment, le combat était vraiment lié à la disponibilité du matériel de ski nordique, malgré tous les efforts qu'ont eu nos commerçants pour aller chercher du matériel supplémentaire auprès des marques ou auprès d'autres sites qui pouvaient avoir du stock disponible. Et je pense qu'on peut aussi saluer, je dirais, la solidarité qui a pu se mettre en place pour essayer de satisfaire la clientèle. Voilà. Et donc, sur les problématiques d'accès, de parking et autres, je pense que nous, j'en parlerai sur la 3e table ronde parce que c'est vraiment le sujet et c'est là-dessus sur lequel on va essayer de mettre des efforts. Voilà pour la Clusaz. Merci Jean-Philippe pour ta présentation. Je vais vous du coup proposer quelques questions qui ont été posées par nos participants. Juste, je reviens sur une intervention de Jérôme Brunet qui dit que sur Autran Méaude, il y a effectivement eu plus de recettes, mais aussi plus de dépenses liées au damage, aux navettes et au personnel.
Ça, c'était juste un petit complément d'information. Par rapport aux questions, du coup, donc on a une question qui est dans quelle mesure, est-ce que vous êtes capable de nous donner dans quelle mesure la non-ouverture des remontées mécaniques vous ont profité? Quelle part en fait de votre chiffre d'affaires ça représente cette non-ouverture? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ou c'est compliqué à avoir ce chiffre justement? Peut-être, Madeleine, juste un tout petit complément, ça ne répond pas à la question, mais c'est une donnée importante, nous, au niveau de la GSN, c'est que malgré l'augmentation très forte de la fréquentation, le nombre de secours a été divisé par 3. Et ça sera quelque chose à partager, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que voilà, il y aurait eu une augmentation des secours et des accidents. Et là aussi, peut-être que Haute-Savoie Nordique pourra compléter ou Nordique France, mais la qualité de la neige a joué sur le fait qu'il y ait eu moins d'accidents. Et aussi, et ça c'est à signaler, le fait que tous ces nouveaux clients qui sont allés sur le Nordique parce qu'il n'y a pas d'alpin, par exemple, l'ont fait de manière encadrée avec des moniteurs. Et donc, tous les novices se sont fait accompagner pour apprendre le ski. Et nous, on se félicite de ça, de se dire qu'on a réussi à avoir moins d'accidents et moins de secours qu'une année normale, malgré une fréquentation importante de nos sites nordiques. D'accord. Merci effectivement Jean-Philippe, et ça fait écho du coup à ce que nous a dit Christophe sur le fait que l'ESF ait fait des bons chiffres, ou pareil avec du coup les moniteurs cyclistes français qui nous disaient que par rapport à la pratique du fat bike, voilà, les moniteurs avaient été régulièrement sollicités, donc effectivement il y a eu un encadrement de la pratique. Et du coup, est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter à la question qui nous a été posée sur ces chiffres ou non, c'est trop compliqué Non, Madeleine, d'éclairage. il y a un élément qui me semble moins intéressant, c'est qu'au niveau départemental, on voit bien que les sites qui ne sont pas des sites mixtes, c'est-à-dire des sites qui sont uniquement des sites nordiques, je prends l'exemple des Glières, a une progression intéressante, mais qui est très en deçà des sites mixtes comme le Grand Bornand, la Clusaz, les Contamines, où justement, là, on voit très bien que l'équation gagnante, ça a été hébergement, station alpine fermée, présence d'un site nordique de qualité. Et là, on voit qu'il y a eu un vrai effet de report avec une clientèle très opportuniste qui s'est dit, bon, on va de toute façon en montagne parce qu'on a besoin de sortir, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est bel et bien un report qu'on constate. Alors, le mesurer, en effet, ça risque d'être extrêmement compliqué. Maintenant, on le voit, les sites qui ne sont que des sites de ski de fond, en Haute-Savoie en tout cas, n'ont pas enregistré les mêmes progressions que la Clusaz ou le Grand Bornand ou les Contamines, j'y reviens, ou encore Chamonix, qui sont sur le nordique, qui font des chiffres hallucinants. Et on voit bien que l'importance des hébergements qui font que les gens sont quand même allés en station a profité clairement sur les sites nordiques, et c'est des gens qui habituellement faisaient du ski alpin. D'accord. Merci Guillaume pour cette précision. Une question, alors Cyril de Snook, alors il y a beaucoup de questions, donc on va essayer à répondre à quelques-unes. Donc Cyril nous dit que la situation était exceptionnelle, et que même avec un très bon budget ça n'aurait pas été aussi important. Et du coup, il se demande quel impact pourrait-il y avoir sur la fréquentation et la consommation du nordique à long terme. Je pense que ça fait un petit peu écho à ce que disaient Guillaume tout à l'heure et Marius sur la conversion de ces personnes qu'on a eues cet hiver, mais est-ce qu'ils seront là l'hiver prochain? Est-ce que Marius, tu as un petit complément d'information à nous apporter? Déjà, salut Cyril. Du coup, oui, c'est sûr que je rebondis aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure. Les sites qui ont un domaine alpin, un domaine nordique ont eu une très belle augmentation. Après, la consommation l'année prochaine de nos clients, on ne sait pas encore trop comment ça va réagir. On espère pouvoir convertir au maximum, mais en tout cas, pour ma part, ce n'est pas 100% de la clientèle, je le redis, qui a pratiqué cet hiver, qui pratiquera l'année prochaine.
Donc, on le voit, hein, la pratique du ski nordique, c'est quand même une pratique qui est physiquement éprouvante. On ne pratique pas une semaine de ski nordique comme on pratique une semaine de ski alpin. Donc, oui, il y a un intérêt à convertir au maximum, mais l'objectif, je pense aussi pour nous, c'est d'orienter nos clients sur du multi-activité. La clientèle va essayer de diversifier justement ses modes de consommation à travers peut-être 2-3 journées de demi-journée de ski alpin, peut-être une journée de ski de fond ou encore pratiquer du chien de traîneau ou se faire encadrer sur de la rando. Donc, l'objectif, c'est vraiment de convertir au maximum nos clients, mais ce ne sera pas 100% de la clientèle qui pratiqueront l'année prochaine. Donc, après, pour la fidélisation, bah, c'est encore un autre sujet, mais voilà, l'objectif aussi pour nous, c'est de la fidélisation, c'est au cœur, je pense, de toutes les stratégies, en tout cas des personnes qui sont présentes autour de la table. Ça fait partie des enjeux. Et donc, après, c'est propre à chaque terrain de mettre en place ces actions pour justement saisir cette saison. Il faut aussi voir le positif, hein. Dans chaque crise apporte aussi des opportunités qu'il faut saisir et c'est à nous de bien s'orienter pour les années à venir. Merci Marius. Donc, si je comprends bien, une logique aussi multi-activité pour fidéliser la clientèle dans les saisons à venir. Et du coup, donc, je rebondis par rapport aux recettes et du coup aux dépenses qui ont peut-être été aussi plus élevées. Mais à la fin, est-ce qu'on a un équilibre financier? Voilà, comment étaient les résultats? Pour Bessan, hein, et pour répondre également à la première question, on estime à 50 000 journées skieurs l'impact direct de la non-ouverture des remontées mécaniques. 50 000 journées skieurs, environ 300 000 euros, une hausse de 300 000 euros du fait de ce contexte si particulier. Et l'autre question, c'était, contrairement à Jérôme, hein, à Autran, les dépenses d'exploitation n'étaient pas forcément plus importantes à Bessan. Donc, on a désormais de la marge financière, des disponibilités financières pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets, d'aménagement, de structuration de notre offre nordique. Merci Laurent. Christophe, tu voulais peut-être également rebondir? Oui, je voulais dire que la fréquentation qu'on a vécue n'est pas dans les résultats n'est pas corrélée avec les résultats économiques. Je crois qu'il faut quand même pas, il faut relativiser. Nous, pour un petit site comme nous, même si on fait plus de 200 000 euros en ski de fond, sur une saison comme ça, on aurait fait 500 000 ou 600 000 euros en ski alpin. Donc, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Et c'est, au niveau des résultats, c'est quand même beaucoup moins résultats économiques, que ce soit pour nous ou pour les socio-professionnels. C'est quand même des choses qui vont rester à la marge, quoi. Merci Christophe pour le complément. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, Léo de Montagne Leader avait une question sur les investissements. On va y venir dans la deuxième table ronde. Donc, on va passer à la table ronde numéro 2. Si des questions concernent encore la table ronde numéro 1, ce que je vous propose, c'est d'y répondre par la suite. Ou si, si on est trop long, je vous propose également de vous faire des retours lorsque nous vous enverrons le replay et le support. Donc, la table ronde numéro 2, donc c'est les enjeux et les problématiques pour ces sites nordiques. Donc, à l'instar de la planète, les sites nordiques ne sont pas épargnés par le réchauffement climatique et par conséquent le manque d'engagement. Donc, à cela aussi s'ajoute une réflexion sur la rentabilité des sites nordiques et notamment de la pratique du ski de fond, parce que parfois des privés peuvent proposer du chien de traîneau, par exemple, et l'activité est plus rentable que le ski nordique. Donc, ça m'amène à faire écho à une étude qui a été lancée par Nordic France sur la définition et le déploiement d'une stratégie de nouveaux modèles socio-économiques pour le nordique. Donc, il y a Marie Filotti, directrice de Nordic France, qui fera une intervention en fin de webinaire à ce sujet. Donc, les entreprises de l'aménagement de la montagne française, dont le savoir-faire est unique, peuvent donc accompagner les territoires dans le développement de ces axes stratégiques, mais aussi peuvent les accompagner pour tout ce qui concerne la signalétique, le parcours client. Donc, on va essayer de répondre à toutes ces problématiques. Et donc, je laisse la parole à Guillaume.
Oui, alors je vais reprendre un petit peu ce que finalement a été dit par mes collègues là, de la conférence. C'est que, en fait, moi, je crois très, très profondément en Haute-Savoie nordique qu'il faut sortir de la logique de filière, c'est-à-dire sortir de cette idée que le nordique n'est pas telle ou telle pratique ou que, oui, évidemment, Christophe a raison, au final, pour le territoire, ça a été une mauvaise saison puisque l'alpin est toujours le moteur de nos territoires de montagne l'hiver. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, il faut aller, à mon sens, vers plus de complémentarité sans opposer les pratiques pour en faire un ensemble de panels qui fait qu'avant tout, on cherche, puisqu'on est dans des métiers du tourisme, on cherche avant tout à faire rentrer de l'argent de l'extérieur de nos territoires vers l'intérieur de nos territoires et aller vers une démarche d'économie territoriale. Et donc, je pense qu'il faut arriver non pas à continuer en disant le nordique va devenir quelque chose que peut-être il ne deviendra jamais, mais vraiment arriver à se dire le nordique est l'un des outils, l'un des moyens de faire en sorte que nos territoires de montagne continuent à rester attractifs alors même que les modes ou la façon de le fréquenter et de l'envisager change dans la tête des gens. Et c'est bien pour ça que je suis convaincu qu'il faut continuer, nous, les acteurs de cette filière, les acteurs du tourisme de montagne, les acteurs des territoires de montagne, à travailler sur l'inconscient collectif et à sortir de cette idée qui est toujours un peu marquée dans cette nouvelle population, que le ski de fond, c'est le sport des personnes du troisième âge, ou c'est des choses qu'on peut encore entendre, alors qu'on voit très très bien que les choses ont changé depuis quelques années et qu'il y a la partie du désir autour de… Je vais le dire de façon très c'est devenu sexy en fait de faire du ski de fond, de faire du skating, sûrement grâce à l'intervention, grâce à la meilleure visibilité de nos champions de biathlon et de ski de fond, qui font qu'il faut continuer, à mon avis, à travailler nos communications sur le fait que lorsqu'on est un jeune cadre dynamique et qu'on veut aller passer une semaine de vacances à la montagne l'hiver, eh ben, on va aller faire du ski de fond parce que c'est devenu un vecteur et un moyen de réussite sociale. Et je pense que c'est très, très important à comprendre que l'acte d'achat, il est avant tout géré par l'idée que, par ma façon de me mettre en scène, par mon acte d'achat, je vais du coup devenir quelqu'un, je vais du coup répondre à un code qu'on attend de moi, aussi au travail. C'est parce que je mets en scène mes vacances que je montre que je suis un bon travailleur. Et donc, je pense qu'il faut continuer vraiment à travailler là-dessus. Et nos territoires de montagne doivent l'imaginer de façon globale et non pas par filière. Et donc, du coup, là, dans ce désir justement de nouvelles pratiques, il faut bien avoir conscience qu'on rapporte beaucoup moins d'argent en nordique qu'en alpin. Mais par contre, on a une image actuellement qui est beaucoup plus vendable. Et donc, du coup, il faut vraiment arriver pour nous, les domaines nordiques, les réseaux de domaines nordiques, à avoir cette idée qu'actuellement, en termes d'image, nous sommes en position de force pour pouvoir justement échanger notre manque de chiffre d'affaires par rapport à d'autres pratiques en mettant en avant notre image extrêmement positive et souhaitable et souhaitée, notamment par les populations urbaines des plaines qui viennent chez nous sur les vacances. Ça, c'était un petit peu, pour moi, les grands enjeux sur notre clientèle. Et puis ensuite, si tu veux bien passer, Madeleine. Voilà, c'est le lien justement entre nos modèles économiques et notre façon de penser, mais ça, je pense que Marie Filotti en parlera à la fin. Moi, je ne crois pas du tout justement à la saison du siècle. Peut-être que c'est la saison du siècle passé, mais la saison du siècle à venir, non, j'y crois pas du tout parce que je pense que ça va devenir une norme en fait. Je pense que d'avoir 4 millions de chiffres d'affaires à l'échelle départementale en Haute-Savoie dans quelques années, ça va devenir assez banal parce que justement, il se passe quelque chose et si on arrive à complémentariser nos offres au niveau des offices du tourisme et notamment des ESF ou des écoles de ski qui sont encore restées pour certaines très alpino-centrées, ski alpin-centrées. Je pense qu'on peut arriver à faire en sorte que cette saison ne sera pas du tout la saison du siècle, mais bel et bien l'annonce d'une tendance qui va se multiplier, évidemment, avec les problématiques liées à la neige. Et je pense que pour accompagner justement cette forte progression, ce fort désir de domaine nordique, il faut vraiment travailler sur cette loi de 1985 qui part d'une idée autour de la redevance nordique, que la neige est systématique et gratuite,
il faut sortir de ce modèle qui est devenu un carcan. Et je sais là aussi que l'étude de Nordic France y travaille, mais ce n'est pas la seule solution et les seules possibilités dans les territoires, au plus près des territoires. Et je reviens encore une fois à la station du Mas de la Barque en Lozère. Il se passe des choses et l'innovation n'a jamais été créée dans les centres, elle est bien créée dans les périphéries. Et donc, c'est là-bas qu'il faut aller la chercher pour justement sortir de ce modèle de 1985. L'une des idées qu'on défend en Haute-Savoie, et j'en terminerai là, c'est peut-être de sortir tout simplement de la filière nordique, de la faire éclater. Et je me permets de dire ça avec peut-être un peu de volonté de choquer, mais pour aller vers quelque chose qui sera plus vers un Haute-Savoie outdoor et reproduire justement un modèle dans lequel on pourra intégrer toutes les pratiques. Je pense notamment à nos amis du vélo, à nos amis toutes ces pratiques du trail, évidemment, qui doivent être complémentaires et qui peuvent permettre à nos sites nordiques, une fois qu'on aura réglé le problème de l'aménagement, de l'interface entre le parking et le début de la pratique, à devenir quelque chose de tout à fait emblématique et structurant pour nos territoires de montagne et non plus pour une filière. Voilà, pour moi, c'est les enjeux à venir, ils sont là. Merci Guillaume. Donc, si je comprends bien tes propos, une logique toujours territoriale et aussi inclure les activités outdoor les activités nordiques dans une logique outdoor et donc ne plus différencier l'hiver de l'été. C'est ça. Parfait. Et ben, merci du coup pour toutes ces informations. Je passe la parole à Marius. Merci Madeleine. Écoutez, pour nous, les enjeux, ils se caractérisent sur du moyen, court et long terme, hein, bien évidemment, mais on espère déjà mieux, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, essayer de convertir au maximum la clientèle. Pour nous, il y a un réel enjeu sur la digitalisation de l'offre pour essayer de simplifier au maximum le parcours client sur site, en tout cas. Et puis, on a aussi une réflexion sur la tarification dynamique qui pourrait aussi peut-être voir le jour à travers le ski alpin et aussi sur le nordique. Donc là, c'est plus des réflexions. En tout cas, ça ne sera pas pour l'année en cours. Mais voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose pour essayer de mieux tirer profit de ces sites. On voit que la pratique nordique est vraiment sur un mode d'activité, on peut dire douce, hein. On se retrouve dans des paysages exceptionnels, coupés du monde, on recherche du calme, on recherche à essayer de se dépasser un petit peu physiquement dans un souci de sport bien-être. Donc à nous aussi de travailler sur la diversification des activités, diversifier le site sans le dénaturer à sa base. Donc, on peut parler de pistes de luge, on peut parler du trail blanc, du fat bike ou encore peut-être, imaginons, des border cross sur le nordique. Donc, il y a plein de choses qu'on peut imaginer pour diversifier les sites, mais attention à ne pas justement les dénaturer et transformer une offre, on va dire, calme et paisible en parc d'attractions, si je peux me permettre. Donc, on a un peu de marge là-dessus, mais voilà, c'est des réflexions qu'il faut avoir. Comme disait Guillaume, le moteur, le poumon économique reste le ski alpin. On sait que la neige ne sera pas éternelle et qu'on a quelques années justement pour diversifier nos activités. Donc, il faut s'appuyer sur ce qui génère justement des revenus pour essayer justement de diversifier nos activités et entrevoir aussi une mutation du business model actuel. On le voit cet hiver que le business model des remontées mécaniques a montré ses limites sur un hiver comme celui-ci. Donc, j'espère que ça restera un hiver peut-être unique et restera dans l'histoire, mais on est tellement sûr de rien maintenant avec ces différents variants qui arrivent, ainsi de suite. Donc voilà, il faut justement s'appuyer sur les grosses sources de revenus pour pouvoir diversifier justement nos sites et pour pouvoir aussi travailler sur peut-être d'autres clientèles. Je sais qu'on travaille beaucoup avec les scolaires qui sont nos clients de demain. Donc voilà, c'est plein d'options et de stratégies qui sont à mettre en place et à développer pour justement créer l'offre, on va dire, de demain en s'appuyant sur ce qui rapporte principalement de l'argent pour imaginer une reconversion, une transformation en tout cas de ce business model. Merci Marius pour ton intervention. Donc, je retiens encore cette notion de multi-activité. Je laisse la parole à Christophe. Donc, pour nous, il y a eu une réelle réflexion au niveau de l'ensemble du département. Donc, une stratégie pour la moyenne montagne de l'Ain est impulsée par le département en lien avec l'ensemble des EPCI et des différents sites. Donc, pour aller vers une démarche de diversification de l'offre
au complément de l'offre neige en intégrant des enjeux pour la moyenne montagne, l'ensemble de la moyenne montagne de l'Ain, en tenant compte des évolutions climatiques, des nouvelles aspirations et des politiques. L'enjeu, ça a été d'identifier des investissements prioritaires à même de renforcer le modèle économique de ces territoires. Je crois que c'était un des enjeux majeurs pour pouvoir développer des activités été-hiver et qui puissent servir même en cas de manque de neige. Donc, un plan de développement sur 5 ans, de 2021 à 2025, en 4 axes. Donc, l'axe 1 pour structurer et différencier l'offre vers un tourisme durable et éco-responsable. En axe 2, un développement de nouveaux hébergements touristiques et montée en gamme de l'existant. Je crois que c'était une nécessité vu l'état des hébergements. Et puis, définir une stratégie marketing unique à l'échelle du territoire et qui soit unifié sur l'ensemble des différents EPCI et mettre en place une nouvelle gouvernance et rationaliser les structures d'exploitation. C'est ce qui est en train d'être fait pour le groupement de différents sites nordiques et différentes structures d'exploitation. Ensuite, les aménagements et l'équipement. Donc, il y a eu un réel travail sur la spécialisation des sites en fonction de leur excellence et en tenant compte de leurs atouts. Et puis, pour structurer ces domaines à un niveau de qualité et de service et d'aménagement homogène. Je crois que c'est une réelle volonté du département et ces travaux sont en train d'être mis en place et je crois que ça va vraiment être un atout majeur pour l'ensemble de la moyenne montagne de l'Ain. Merci Christophe pour ton intervention et du coup cette réflexion à l'échelle aussi territoriale. Je laisse la parole à Laurent. Si l'on schématise, on peut segmenter en 2 parties les sites nordiques. Mais je vais légèrement caricaturer pour appuyer mes propos. On a les sites nordiques de proximité, typiquement les Glières, Savoie-Grand-Var, qui accueillent des pratiquants issus des bassins de population environnantes. Et ces stations-là, on vend en poupe. On voit avec des chiffres d'affaires qui, année après année, augmentent. Un rajeunissement de la clientèle et le ski de fond qui est considéré comme étant une activité sportive. Et là, on peut vraiment saluer le travail des départements, des conseils départementaux qui ont vraiment œuvré pour la valorisation de la pratique du ski de fond dans le cadre scolaire. A contrario, on a les stations mixtes, alpins, nordiques, avec une offre nordique qui est globalement secondaire, moins considérée que la pratique du ski alpin dans la valorisation de la destination touristique. Et cet hiver exceptionnel a rebattu complètement les cartes. Et on a vu que du fait de la non-ouverture des remontées mécaniques, on a été à un report important, très important de pratiquants sur ces domaines mixtes. Si on parle de 20, 30, 40% d'augmentation sur les sites nordiques de proximité des bassins de population, on parle quelquefois de 200, 300, 400% d'augmentation sur des stations Champagny-en-Vanoise. Donc, on prouve bien que la valorisation d'une activité nordique, des activités nordiques, qui doit être bien sûr qualitative, va permettre d'alimenter, de valoriser une destination de montagne en complément de l'alpin. Et gageons que dans les années à venir, ces stations mixtes, grâce à une offre nordique de qualité, pourront augmenter les taux d'occupation de la destination et vraiment l'alpin et le nordique pourront cohabiter et s'alimenter l'un l'autre. Comme Guillaume, on ne va pas opposer les pratiques, mais au contraire, 2 pratiques qualitatives vont pouvoir s'alimenter mutuellement pour le bienfait du territoire. Et sauf preuve du contraire, un séjournant qui va faire du ski de fond ne va pas moins consommer dans le territoire qu'un skieur alpin. Il va autant manger au restaurant, il va se loger dans un hébergement et il va consommer de la même façon. Donc, pour le territoire, c'est également intéressant. Mais pour que cela fonctionne,
nous, le nordique, il faut vraiment qu'on ait une pratique et des infrastructures très qualitatives. On avait parlé tout à l'heure des piliers, terrain de jeu adapté, encadrement qualitatif, matériel adapté. Il y a également des passerelles physiques à faire entre les espaces de pratique, développer la mobilité. En Haute-Maurienne vanoise, c'est la mobilité entre les différentes stations, avec une offre de bus qui est présente et qui doit être densifiée. Mais c'est également des passerelles tarifaires. Jusqu'à présent, dans pas mal de stations, on a, pour l'achat d'un forfait alpin, on a l'accès au domaine nordique qui est gratuit. Ça ne valorise pas l'offre nordique. Peut-être qu'il y a d'autres passerelles tarifaires à mettre en place. Dès l'an prochain sur B100.ski, je ne fais absolument pas la promotion, on pourra acheter aussi bien un forfait alpin, un forfait nordique, mais également réserver et acheter un certain nombre de prestations, notamment chez nos prestataires de traîneaux à chiens. Et puis, il y a également si on veut que ça fonctionne, il faudra savoir parler à des néo-pratiquants. Souvent, on parle à nos clientèles habituées et ces néo-pratiquants, ils n'ont pas les mêmes codes que les autres. Et donc, il va falloir développer des aménagements adaptés avec un parcours client qui est fluide et qui permet aux non-habitués de pratiquer de façon fluide et qualitative sur nos domaines. Merci Laurent pour ton intervention. Il y a Marie Doméo qui fait un petit clin d'œil à ton intervention, qui dit qu'en plus le client a plus de temps pour consommer car le temps moyen de pratique nordique est plus court que le temps moyen de pratique alpine. Donc voilà, c'était pour faire le petit lien. Je laisse donc la parole à Jean-Philippe. Excusez-moi, moi j'arrive pas à ouvrir mon micro tout seul. Bon, je pense que déjà pour boucler un petit peu tout ça, il faut se dire que le nordique finalement doit relever les mêmes défis que l'alpin et que la montagne française, s'adapter au changement climatique, clairement. Donc il y aura des enjeux liés à la sécurisation de la neige, si on parle vraiment du cœur de métier. L'accessibilité assez pratique, et on voit bien que cet hiver, il y a eu de la saturation. Et donc, on doit prendre ce sujet à bras-le-corps, et au même titre que l'on évoque des sujets comme les ascenseurs valéens pour connecter nos stations de ski, je pense que le succès et l'avenir de cette pratique sera lié aussi à l'accessibilité. Et lorsqu'on regarde les usages outdoor autour de grands bassins de population, c'est vrai que le développement du trail ou du cyclo, VTT ou vélo de route, ce qui marche, c'est la facilité, c'est-à-dire je sors de chez moi et hop, je pratique cette activité. Et donc là, on a encore un frein important, c'est de dire comment on amène nos clients jusqu'à ce lieu de pratique. Et donc, on devra prendre à bras-le-corps le sujet de la mobilité et du transport. Ça, c'est une réalité. Après, de manière plus précise par rapport aux confins, ce qui est sûr, c'est qu'on se projette, comme le disait Guillaume, nous aussi, à une progression. Il y a eu une année exceptionnelle, mais néanmoins, on sait qu'il y aura toujours une progression de la fréquentation liée à ce qu'on a pu évoquer avant, ce besoin de nature, de sport et le côté un petit peu tendance, effectivement, de cette pratique. Et clairement, les résultats exceptionnels de cette année vont nous permettre d'engager des investissements qui auraient été pas forcément mis en œuvre. Et donc ça, c'est une chance, c'est de se dire que finalement, on va pouvoir initier des choses qui étaient dans les cartons, mais qu'on laissait et qu'on reportait d'année en année. Sur le stationnement, sur ce côté sanitaire, où c'est vrai qu'on doit correspondre aux attentes des clients, et en tout cas, nous concernant, c'était un des gros points faibles des confins, c'est le service que l'on propose à nos clients lorsqu'ils arrivent sur site, avec la nécessité de mettre un vrai chalet d'accueil. Et donc, par rapport à ce que d'autres confrères peuvent mettre en place par rapport aux scolaires, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'accueille aucun scolaire aux confins parce qu'on n'a pas les infrastructures. Donc ça va être un des enjeux.
Et si tu passes la deuxième slide, Madeleine, j'ai posé des éléments qui sont vraiment dans les tuyaux à court et moyen terme à la Clusa. Donc, effectivement, c'est de produire des packages et des offres sur lesquels on intègre des activités avec de la diversification, que ce soit sur le ski nordique, sur le biathlon, sur le VTT sur neige et autres. Mais c'est vrai que ces sites nordiques, moi j'y crois beaucoup aussi, sont des véritables camps de base pour pratiquer les sports outdoor. Nous, c'est le cas aussi l'été. Hein. C'est vrai que les Confins, c'est un des hotspots de la Clusa et un point de départ pour des randonnées, pour d'autres choses. Et c'est vrai qu'on doit capitaliser là-dessus. On est sur un gros projet de place de marché, donc faciliter effectivement l'accès à ces produits à notre clientèle de séjour ou excursionniste, et nous faciliter aussi, je dirais, l'interaction entre toute la force de frappe d'un office du tourisme et la promotion qu'on fait d'une station, avec derrière les tunnels de vente et le fait de vendre les bons produits aux bons clients. Après, on a une problématique très locale, hein, mais c'est vrai qu'il faut qu'on intègre dans le PLU le classement de nos pistes et le stade nordique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va pouvoir réinvestir et on va réinvestir dans une machine de damage qui aujourd'hui, nous, est en fin de vie. La création d'un chalet d'accueil avec des sanitaires et ad hoc et une salle hors sac. On veut aller un petit peu plus loin sur notre réseau neige, comme je le disais, c'est vrai, comme un domaine alpin, on doit pouvoir garantir la neige sur ce produit-là, tout en, et ça c'est un vrai engagement de la Clusa, tout en engageant un véritable plan de transition et une vraie diversification de notre économie touristique. Et donc le sujet, c'est effectivement le modèle économique. Et donc on a lancé un appel d'offres il y a quelques semaines. Et donc nous, on enclenche à partir du mois prochain un master plan global sur la diversification de notre économie. Après, il y a des travaux qui vont être faits sur le drainage, hein, justement, ce sujet de l'eau qui est indispensable aussi lorsqu'on parle de neige et de glisse. Le ludique, on en a parlé, plusieurs d'entre nous en ont parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Et lorsqu'on parle de modèle économique, c'est se dire, est-ce que nos parkings ne doivent pas être payants? Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va travailler à la Clusa. Voilà, et puis revenir un petit peu, nous on a des conflits d'usage, hein, c'est sûr. Je pense aux saisies, c'est vrai qu'ils ont réussi à mettre en place un véritable parking adapté au camping-car. Nous, ce n'est pas le cas à la Clusa, et on voit que cette pratique aussi, hein, ces camping-caristes nous posent des problèmes parce qu'ils mobilisent de la place sur nos parkings qui sont normalement dédiés aux pratiquants de ski nordique. Donc on doit prendre le sujet à bras-le-corps et gérer cette gestion des parkings et enfin cette mobilité. Voilà les sujets qui sont dans les tuyaux à la Clusa. Merci Jean-Philippe pour cette intervention très complète. Du coup, toi, tu as répondu à la question de Léo et donc je me permets aussi de la poser aux autres intervenants. Donc la question était, les chiffres enregistrés permettent-ils d'envisager du coup des investissements donc qui n'étaient pas forcément prévus et d'avoir plus de missions justement dans ces investissements? Nous, c'est bien le cas. Des investissements qui seront portés à la fois par la GSN par rapport aux recettes exceptionnelles qui ont été générées. Et puis, donc ça sera évoqué dans les différents conseils d'administration, assemblée générale. Voilà, ça passera au vote des conseils d'administration. Et puis aussi un engagement de la collectivité de la commune support de la Clusa pour faire en sorte de faire évoluer de manière globale, je dirais, nous, le site des Confins. Il y a des aménagements paysagers qui vont être faits aussi pour revaloriser le lac des Confins. Enfin, c'est un véritable travail d'équipe entre les investissements qui sont portés, je dirais, par un office du tourisme sur la promotion et la commercialisation, des investissements techniques portés par l'exploitant du site des Confins, donc la GSN, qui est en statut associatif, et puis la collectivité support qui doit, elle aussi, je dirais, casser la tirelire pour adapter l'accès, la mobilité, les parkings et autres. Marius, tu avais activé aussi ton micro, tu avais une réponse à apporter? Non, pas plus que ça. D'accord, ok. Du coup, si vous le voulez bien, on va passer à une autre question, donc qui est de Kaline, donc du cluster montagne.
Donc, elle disait que voilà, une évolution dans les modes de gestion et d'exploitation des sites nordiques pour arriver à un véritable modèle économique et profitable. Voilà, c'était une vraie question. Et du coup, elle a un exemple qui est le site nordique des Contamines, exploité en DSP par un privé, donc Alpium Events, et donc qui s'occupe de la gestion, de l'exploitation de diverses activités. Une activité événementielle, une activité d'agence de voyage avec l'organisation de séjours et de séminaires. Quel est votre retour et votre avis sur ce type de modèle? Je vais peut-être prendre la parole puisque je connais très très bien évidemment Stéphane Grosset et les Contamines puisqu'ils sont adhérents et qu'on l'a vu arriver avec Alpinum Event il y a 2 ans à la tête de la DSP des Contamines. Je crois qu'il faut quand même faire attention en disant c'est un privé qui a pris la DSP. Non, c'est avant tout une personne des Contamines qui a un projet pour son territoire et qui s'est dit qu'avec l'intermédiaire de sa société d'événementiel grenobloise, il allait pouvoir peut-être proposer quelque chose parce qu'il croyait en ce modèle-là. Donc je crois que là encore, essayer de ne pas peut-être éloigner les structures. Dans le nordique, on a besoin d'acteurs privés, hein, ne serait-ce que pour avoir du matériel, ne serait-ce que pour avoir des machines pour damer, et on a besoin d'acteurs publics pour s'assurer qu'en cas de coup dur, d'absence de neige et tout ça, eh ben, la puissance publique, par l'intermédiaire des communes, des communautés de communes, du département, va pouvoir tempérer un petit peu cette crise. Et on voit bien cette année que l'État, les pouvoirs publics et l'argent qu'il est capable d'emprunter pour le redistribuer, alors parfois avec des écueils, hein, est nécessaire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu un glissement de l'un vers l'autre. Je crois, là encore, exactement comme on doit faire la symbiose de nos territoires en parlant d'alpin, de nordique et d'autres pratiques, il faut arriver à une gestion qui est peut-être la gestion dite de la troisième voie, qui est celle où on prend la capacité encadrante du public, on va chercher un petit peu de réactivité du privé, on en fait une chose comme on peut avec quelque chose qui n'est pas complètement public, mais quelque chose qui n'est pas complètement privé, pour faire en sorte justement que ce soit le territoire qui grandisse, et non pas uniquement, comme on peut le voir dans le chat, certaines peurs qu'il pourrait y avoir qu'il n'y ait plus que le profit. Il est évident qu'il faut repenser nos modèles économiques puisque pour l'instant, il n'y a pas ou que très peu ou que certaines années de sites nordiques qui arrivent au grand équilibre, hein, c'est-à-dire où l'ensemble des charges et des investissements sont couverts par l'entrée, notamment en billetterie, et que donc le public est encore une fois le secteur public nécessaire, ne serait-ce que pour faire d'investissements, hein, d'acheter une machine 450 000 euros, si on la prend neuve, comme ça a été le cas au Glières l'année dernière. Si on n'a pas le département derrière, il faut en vendre, hein, des tickets à 7,90. Donc, non, je crois que c'est vraiment des pratiques à ne pas opposer. Par contre, je pense qu'il faut sortir de cette vision que le nordique n'est qu'une dimension publique, parce que là, je pense que la réactivité, l'ingéniosité et les capacités d'innovation du secteur privé peut justement permettre à plus de réactivité, plus de souplesse, et c'est ce qui caractérise justement notre filière, c'est d'arriver à s'adapter à toutes les conditions. Quand il n'y a pas de neige, on fait autre chose. Quand la neige est là, on est présent. Quand il y a le Covid, on met des protocoles particuliers, on va voir le préfet, on arrive à ouvrir. Je crois que c'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant, cette capacité de flexibilité et à pouvoir rebondir pour pouvoir offrir à nos salariés des saisons dignes de ce nom. Et j'insiste, toujours plus longues. Au Glières, les premières personnes sont embauchées maintenant en septembre et on les débauche en juin. Et je crois que l'objectif principal d'un territoire, c'est d'arriver à fixer sa population et à permettre de donner de l'emploi aux gens qui travaillent sur ce territoire. Et à ce titre-là, que les gens travaillent finalement en trail, en ski alpin, derrière une machine ou à la mairie, il s'agit de la même population et c'est celle-là qu'il faut arriver à concentrer sur nos territoires pour qu'elle reste implantée sur celui-ci. Merci Guillaume. Une dernière question parce qu'on est très en retard. Donc c'est une question de quelle gouvernance afin d'amener la bonne intégration dans une vision de master plan destination qui ne se concentre pas sur une vision en silo filière par filière. Je ne sais pas si vous avez une réponse à amener à tout ça.
Je suis désolé, je vais reprendre la parole, mais oui, évidemment, pour moi, il y a quelque chose qui est assez net. C'est tout simplement de mettre les gens autour d'une même table. On se rend compte quand on étudie un domaine, et c'est ce que j'avais fait moi sur les Aravis, c'est que finalement, les gens se parlent assez peu. Les gens de l'école de ski, ils parlent finalement assez peu aux gens de l'exploitation du domaine nordique, qui parlent finalement assez peu aux gens de l'Office du tourisme. Et on se rend compte qu'il y a une méconnaissance générale de la problématique de tous. Et je pense que si on arrivait à quelque chose de plus fédéral, de plus fédéré, c'est-à-dire dans lequel l'acteur public, la mairie, l'acteur plus ou moins privé, le délégataire, mais les ESF, les offices du tourisme, arrivent à se voir de façon plus régulière et à exposer les problématiques de chacun, on arriverait vraisemblablement à avoir quelque chose qui soit beaucoup moins en silo et dans lequel justement il y aurait une fluidification des enjeux qui serait partagée par tous et dans lequel la complémentarité du territoire serait mise à profit et non pas celle du petit problème de chacun. Donc je pense que c'est aussi un manque de cohésion, de fédéralisme dans nos territoires qui font que chacun, et c'est normal, je le comprends, dans ces petits problèmes, et pas forcément peut-être avoir conscience du problème d'enjeu et du territoire. Merci Guillaume. Alors, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On essaiera de vous faire un retour par mail. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en temps, n'hésitez pas à nous les communiquer ultérieurement. Je vais donc laisser la parole à Marie Filotti de Nordic France. Donc, Marie, il faut activer votre micro et c'est tout bon. Allez-y. Je sais qu'il y a très peu de minutes. C'était juste pour vous parler rapidement, effectivement, de l'étude qui est en cours. Donc, comme vous le savez, puisque la plupart des personnes présentes font partie du réseau Nordic France, les Nordic France, donc, qui fédèrent l'ensemble des gestionnaires nordiques par l'intermédiaire des associations départementales, notamment comme Guillaume en a parlé tout à l'heure. On fait le souhait de pouvoir travailler sur la question de l'évolution des modèles économiques. Je vais redire un peu finalement ce qui a été dit tout au long, parce que tout ce qui a été évoqué, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc effectivement, par rapport à ce que disait Guillaume sur la loi montagne, le modèle des sites nordiques s'est développé sur la base du ski de fond, centré sur une monoactivité et plutôt ancré d'ailleurs sur une approche sportive, puisque ça a été beaucoup développé par le milieu associatif et les clubs. Et progressivement, la mise en tourisme sur les territoires a permis de mettre sur les domaines nordiques ou d'amener une approche multi-activité avec plus de ludisme. Donc, les collectivités gestionnaires sont devenus des vrais acteurs de développement territorial. C'est un atout. On est aussi effectivement dans un contexte, vous l'avez tous dit, avec un atout majeur par rapport aux activités proposées, qui sont en adéquation avec les attentes de société. Et en plus, je pense que le contexte actuel de la crise sanitaire a exacerbé une tendance qui était montante liée à la reconnexion à la nature, etc. Et puis, ce qu'on a entendu aussi récemment, c'est que les activités nordiques, en tout cas sur les domaines nordiques, les gens, au-delà de la reconnexion à la nature, il y avait vraiment un besoin de reconnexion avec les gens et à mettre du lien entre les gens quand on pratiquait ces activités-là, et notamment avec la partie encadrement et socio-professionnel. Par contre, donc ce contexte de passage du monoactivité à pluriactivité, à une approche sportive, à une mise en tourisme, à côté ludique, ça s'est fait progressivement sur les territoires, mais comme le disait Guillaume, on est quand même ancré encore sur un modèle économique qui est très centré sur la redevance et qui est vraiment nécessaire aujourd'hui de faire évoluer. Donc, ça a fait partie d'une des bases du lancement de l'étude nationale. Et puis, l'évolution climatique, effectivement, une réduction des saisons. Ça, c'est évident. Et un aléa d'enneigement, c'est-à-dire que même quand on a de la neige, du jour au lendemain, on peut ne plus en avoir. Mais ça, vous connaissez mieux la problématique que moi. Et donc, une vraie fragilité de la viabilité économique, ou en tout cas une vraie fragilité à arriver à maintenir
l'offre de nordique sur les territoires. Donc, au regard de toutes ces dimensions-là, effectivement, on a lancé cette étude. Alors, on n'a pas énormément de temps. Madeline m'a laissé quelques minutes juste pour vous donner quelques éléments. Je vous donne quelques orientations juste sur. On va finir le travail d'ici fin juin, début juillet. Bien sûr, le modèle économique d'un site nordique ne peut pas s'appréhender comme un modèle économique d'une entreprise. Laurent l'a mentionné tout à l'heure. Hein, effectivement, je pense que les collectivités, elles sont les collectivités gestionnaires sont vraiment sur du développement territorial. Et on a cet enjeu de retombées économiques et de vie économique à l'année. Et donc, bien sûr, c'est un modèle économique qui est un peu différent d'une entreprise et d'un modèle économique au sens classique du terme. Donc, là, les grandes orientations de la stratégie qui sont proposées aujourd'hui, c'est d'être sur une stratégie client, donc d'améliorer l'attractivité de l'offre, de passer d'une garantie neige à une garantie d'activité, parce que c'est vrai que même si on dit souvent que la neige reste le moteur économique, sur les domaines nordiques, puisqu'encore une fois, nous, les domaines nordiques, on est aux avant-postes des changements climatiques, donc on est confronté à cette problématique beaucoup plus que la majorité des sites d'alpins. Donc, l'agilité a toujours été dans le fonctionnement des domaines nordiques, mais là, c'est comment on arrive à consolider cette évolution des sites. Donc, passer d'une garantie neige à une garantie activité. Donc, quand un client ou une personne arrive sur le territoire, qui sache que qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y ait pas de neige, quand il arrive au port de nos domaines nordiques, il aura une offre d'activité. Et associé à cette garantie d'activité, il y a vraiment cette notion d'accueil qui est à renforcer. Donc, renforcer l'accueil et la qualité, vous en avez tous parlé aussi, avec une augmentation, un renforcement des services. Et dans le modèle économique aussi, alors je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais il y a le fait de renforcer l'accueil et la qualité, il y a vraiment aussi de renforcer le volet animation. On a une illustration avec le biathlon. Hein. C'est vrai que avec l'arrivée et la médiatisation du biathlon, ça a redonné aussi un coup de boost au niveau des domaines nordiques. L'animation aussi au niveau des sociopros, il y a effectivement beaucoup de choses à pouvoir consolider et amener sur les domaines nordiques pour renforcer l'animation qui pourrait être un vrai levier du modèle économique. Et puis sur les cibles, quand on parle de renforcer l'accueil, la qualité d'accueil, etc., c'est vraiment aussi en lien avec les cibles. Alors, bien évidemment, dans les modèles économiques qu'on est en train de réfléchir, la clientèle fidèle et sportive, elle est toujours prise en compte. Ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer aussi d'intégrer un modèle économique vraiment aussi avec la clientèle potentiellement importante, encore une fois, qui a été exacerbée par la saison qu'on vient de passer. Et comme vous l'avez dit, des gens qui ne connaissent pas forcément la montagne et qui ont vraiment besoin, quand ils arrivent sur un site, d'être accueillis, mais d'être surtout accompagnés, de pratiquer dans un milieu accompagné et sécurisé. Donc, il y a un vrai enjeu sur cette clientèle-là à intégrer dans le modèle économique. Et avec aussi ce que disait Guillaume, hein, qui illustre le travail qu'on fait sur l'étude, des activités, de faire en sorte que le nordique soit une activité, centrale encore dans le modèle économique, mais qui s'intègre à un panel d'activités et qu'on fasse quelque part pivoter les centres nordiques centrés sur l'hiver et le ski nordique vers des centres d'accueil qui sont plus orientés sur un ensemble d'activités de pleine nature. On parlera d'activités de pleine nature ou outdoor, dont le nordique fait partie. Et puis avec, bien sûr, la particularité de chaque territoire. Certains auront l'opportunité de développer plus d'activités en lien avec le vélo, le chien de traîneau sur neige, hors neige. Et d'être, donc, quand on parle de cette garantie d'activité, aussi dans le modèle économique, d'arriver à valoriser et intégrer l'ensemble de ces activités dans le modèle économique. Donc,
c'est assez compliqué d'arriver à vous donner une synthèse de tout le travail qui est mené aujourd'hui. On a prévu aussi de pouvoir vous faire une webconférence pour vous restituer tout ça. En tout cas, l'idée, c'est vraiment, avec l'évolution et le fait de faire pivoter ces domaines nordiques sur une garantie d'activité, de faire des centres nordiques. Les centres nordiques et les bâtiments des centres nordiques aujourd'hui nous semblent être une véritable opportunité pour devenir des portes d'entrée. Et en travaillant sur des modèles de garantie d'activité neige hors neige, une vraie opportunité pour que ces bâtiments d'accueil soient des centres d'accueil l'hiver, mais aussi puissent pivoter, comme le disait Guillaume, sur des saisons qui sont rallongées, voire des saisons avec un modèle qui fonctionne toute l'année. Donc, il y a un vrai enjeu avec ce modèle-là de pouvoir aussi garantir la durée des saisons. Ce travail, on est en train de le finaliser, de le préciser. On devrait le finaliser d'ici le mois de juin. On pourra vous en faire une présentation détaillée à ce moment-là. Et je voulais aussi vous dire qu'en parallèle du travail sur la stratégie, on a un volet opérationnel, on a un accompagnement en ce moment sur 16 projets et sites starter qui travaillent sur différents points de cette évolution stratégique, notamment l'évolution en transformation d'un port d'entrée nordique en pôle outdoor. On a un travail avec Ansel, notamment Ansel travaille sur cette question-là. Des plans de damage ajustés aussi, comment on fait pour optimiser le coût sur le damage, mais aussi sur la communication associée au fait qu'on ajuste une politique de damage. L'intégration de l'offre nordique dans une offre de territoire, un peu sur le modèle qu'a expliqué Champs-Rousse. On travaille là-dessus avec le Vercors, travaille là-dessus avec une porte d'entrée climatisme. Et surtout, on travaille aussi au niveau juridique à faire évoluer l'outil redevance. Comme l'a dit Guillaume, qui est un outil qui était peut-être adapté au début au lancement de la loi montagne en 85, mais aujourd'hui, on a besoin de pouvoir faire évoluer cet outil-là pour qu'il soit plus flexible, qui permette d'être plus packageable, en tout cas plus intégrable dans une politique client et pour faciliter le parcours client. Je vous ai donné quelques éléments. Nordic France, on est partenaire aussi et membre du cluster montagne. On va pouvoir, quand on aura un peu plus avancé sur ce travail-là, finaliser ce travail-là, prévoir un temps d'échange. On en a discuté avec Madeleine pour pouvoir vous faire un retour en webconférence sur une présentation un peu plus détaillée des réflexions sur l'étude. Et puis aussi, je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir vous faire un retour sur le retour des sites starter et les différents retours d'expérience opérationnelle de ces différents sites. Voilà, en quelques mots. Merci Marie. Merci Marie, non, c'était très complet. Du coup, on va donc conclure cette matinée qui était très enrichissante. Je remercie aussi bien les personnes qui sont à distance et qui nous ont écoutés toute la matinée. Vous étiez environ 120, ainsi que les intervenants. Je m'excuse, mais on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais bon, tellement de choses à dire que voilà, on dérive assez vite. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des mots-clés à retenir qui sont donc de passer d'une logique de monoactivité à une logique de pluriactivité, une logique aussi territoriale, des notions de collectif, mobilité, réchauffement climatique. En tout cas, on a pu l'entendre auprès de nos intervenants, cet amorçage est en cours. L'offre sur le territoire, elle doit être multiple, mais le nordique a pleinement son rôle à jouer. Donc, comme le confirme l'intervention de Marie, des réflexions sont en cours pour offrir au site nordique une réversibilité et une agilité. Je pense que la saison exceptionnelle que nous avons eue, c'est une aubaine pour la filière aussi, parce qu'elle nous challenge et ça nous oblige à accélérer la transition de nos modèles. Donc, sachez que les entreprises du cluster montagne sont à votre disposition. Vous pouvez soit les contacter en direct, soit n'hésitez pas à revenir vers l'équipe pour avoir les coordonnées de certains afin d'échanger et puis qu'elles puissent vous présenter leurs innovations et références qui offriront à votre territoire performance et attractivité. Je vous remercie. Pour rappel, nous vous enverrons dans le replay
Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous. Au revoir.